7h11 minutes à tous les lundis et à tous les jeudis. On le reçoit à l'émission. Il est un auteur et ce matin, je prends bien le temps d'insister, bien soin d'insister sur le fait qu'il est auteur. Il est aussi professeur, très certainement avocat, mais surtout éditorialiste ici au 104.7. Bonjour Frédéric Bérard, comment vas-tu? Bonjour Michel Langevin, écoute, en pleine forme. Et puis j'espère que c'est la même chose pour toi aussi et tes nombreux et nombreuses auditeurs et auditrices. Absolument. On est en très grande forme, surtout qu'on a un beau week-end qui s'en vient. Mais on a été un peu perturbé cette semaine. J'aimerais savoir comment tu réagirais, toi, si je décidais de brûler tes livres à la maison. Ben, ce serait très bon signe. Ça voudrait dire que tu les as au moins achetés. Donc, j'essaie de voir le bon côté de la part. Tu sais, une fois que tu les as achetés, le reste, tu fais ce que tu veux avec. Non, mais faire sa part, tu marques un point important au-delà de ma petite personne. Tu auras compris, je blaguais. Brûler des livres, ça se fait pas. C'est très, très, très moyen-âgeux. Ça se rattache à toute la question de la censure, l'Église catholique était la religion chrétienne de manière générale était une spécialiste dans cette stratégie de censure de brûler des bouquins qui ne faisaient pas l'affaire. Même au 18e siècle, en France, quand on parlait de mettre des livres à l'index, on parlait pas nécessairement de les brûler comme tels, quoique ça arrivait souvent, mais ça, ces livres-là, vous pouvez pas lire ça. Puis souvent, c'était des livres qui étaient très éclairants, des livres très rationnels, qui amenaient une certaine lumière, justement, sur tout ce qui se passait en société. Donc, oui, là-dessus, on est absolument d'accord. Brûler des livres, c'est cave. Ça se fait pas. Puis surtout dans le cas qui nous occupe, ce qui est encore peut-être plus hallucinant, c'est que cette dame-là, qui a pris en charge l'espèce de leadership de l'affaire, n'est même pas elle-même autochtone. Donc, elle prend sur elle a dit que oui. Ouais, tu sais, moi, je peux dire que, je sais pas, moi... T'es quatrième génération, toi, là, le maton. Je peux dire que je suis descendant d'un Béluga aussi, là, tu sais, rendu là, puis je peux dire que moi, ma mère est française, mon père, c'est un Béluga, fait que je dois être à quelque part à une moitié de Béluga. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu tiens avec des gens que tu vas usurper cette identité-là, et je trouve ça encore plus ironique, x2, x4, x1000, que une des choses qui est dénoncée, notamment avec les Autochtones, c'est ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. C'est-à-dire leur voler, en quelque sorte, leur code culturel XY. Ici, attends une minute, la dame se fait passer pour autochtone pour brûler des livres au nom d'une espèce de réconciliation entre autochtones, ce qu'elle n'est pas. Bon, bref, tout ça est absurde. Mais par contre, j'aimerais ça qu'on fasse preuve de peut-être un peu de nuance là-dedans, parce que là, je vois là, que tout le monde est parti sur un bar ou sur l'autre, là. Puis évidemment, moi, je suis plutôt du bar, on ne brûle pas des livres, mais quand même. Puis en fait, c'est pas un mais quand même, on devrait brûler des livres, c'est mais quand même, il y a un adage qui dit quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Et là, je pense que c'est un peu ça là, que plusieurs sont en train de faire. Là, c'est qu'ils regardent ils regardent uniquement le doigt. Là, mais ça n'a pas d'allure, Astérix, puis on l'aime Astérix, puis on l'aime Tintin. Ça, je comprends tout ça, là. Mais s'il y avait un livre, Michel, qui s'appelait Tintin au pays des frogs, puis Hergé expliquait à quel point les Québécois francophones de l'époque, c'est des imbéciles finis, des alcooliques, des paresseux, des bandits, des voleurs, toute la patente. Est-ce qu'on serait à l'aise, nous, oui, c'est correct, hein, c'est Tintin, tu veux, on l'aime Tintin, puis on serait à l'aise à ce que ces livres-là soient lus dans des bibliothèques publiques par des enfants, sans contexte, sans leur expliquer ce qu'il y en est, sans leur expliquer que ça ne se fait plus aujourd'hui, sans leur expliquer qu'est-ce qu'un préjugé raciste. Je te dirais qu'on a à mèche-coupe pas mal comme Québécois francophones. Tu touches un très bon point. On capoterait tout le monde collectivement. Dès qu'on dit en France qu'on est que tout ce qu'on a chez nous, nous autres, c'est du castor puis qu'on n'a même pas le téléphone, là, on vient fou, là, tu sais. Ouais, puis quand t'as un gorlot là, qui écrit une lettre d'opinion dans le Globe and Mail là, pour dire que n'importe quoi, la loi 21 est raciste ou ce que tu veux. Oui. Écoute, t'as la moitié du Québec qui déchire sa chemise, l'autre moitié grimpée sur des chapeaux à vouloir lancer des roches par-dessus le canal Rideau. Donc, en d'autres termes, essayons de se mettre dans la peau de l'autre. Et là, ici,
qu'on se comprenne bien, les Autochtones n'ont rien demandé de cette histoire-là. Ça, c'est la triple ironie de l'affaire, là. Foutons-leur la paix. Ils n'ont rien à voir avec l'autodafé, avec la destruction des livres. Ça ne vient pas d'eux. Par contre, est-ce qu'on peut se mettre à leur place 2 secondes? Lis Tintin en Amérique, il y a un sacré paquet de préjugés racistes là-dedans. Puis il y en a plusieurs autres de ces bouquins-là. Même Hergé, le créateur de Tintin, a admis plus tard qu'il a lui-même été victime de ses propres préjugés raciaux dans ses bouquins, notamment Tintin au Congo et Tintin en Amérique. Donc, je veux dire, quand Hergé dit que c'était raciste, il doit être au courant. C'est lui qui les a écrits, ces livres-là. Une autre affaire. Moi, tout ce que je veux là-dedans, dans le fond, c'est qu'on se serve de ce débat-là de manière positive. Je ne sais pas si on est capable de faire ça, mais ça serait bien. Puis comment on peut interpréter ça de façon positive? C'est de remarquer le malaise en rapport à ces stéréotypes-là qui sont très dégradants et insultants pour nos amis autochtones. Et là, je ne suis pas en train de dire « brûlons tout ça », je dis le contraire, on ne brûle pas des livres. Mais est-ce qu'on peut se servir de l'exemple dans lequel on est actuellement pour peut-être évoluer ensemble? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, je veux dire, ça a été écrit, c'est là. Maintenant, si on brûle les livres, est-ce qu'on va vraiment évincer ça de notre mémoire complètement? Ou si au contraire, comme tu le dis, c'est une époque, là on est rendu ailleurs et on regarde vers l'avenir. Tu sais, moi qu'on enlève les noms Red Sox, puis Redskins, puis tout ça, ça m'affecte très peu. Je vais te le dire honnêtement, je trouve qu'on va un petit peu trop loin. Je suis pas convaincu qu'en 2021, là, on associe le chandail d'une équipe de football avec le personnage qu'a pu être un peuple ou bien un individu dans sa vie il y a peut-être 100 ans. Tu sais, mais ça tu as raison. Mais pour répondre à ta question, pourquoi on ne s'en sert pas à des fins éducatives? Par exemple, regardez les enfants, là, ça c'est Tintin en Amérique. Ça, c'est Tintin au Congo. Bon, regardons ça ensemble. Ben non, c'est pas vrai que c'est des peaux rouges paresseux qui se tirent dessus à qui mieux avec des flèches. Non, Tintin au Congo, c'est encore pire. Ça n'existe pas. La réalité, c'est qu'un noir qui vit en Afrique, c'est pas comme ça que ça vit. Moi, je pense que ça passe clairement par l'éducation. Faut casser ces barrières-là. Et quand tu prends l'exemple des équipes sportives, tu vois, ça, je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. Parce que parfois, il y a des hommages. Par exemple, les Blackhawks de Chicago rendent hommage à un peuple autochtone qui était un peuple très, très, très fier dans le coin de Chicago, si j'ai bien compris, tu vas me dire que ça va de soi, là, mais pas nécessairement. Et c'est une espèce d'hommage. Par contre, les Indians de Cleveland, ils ont enlevé les Indians, les Indiens de Cleveland. Et ou encore les Esquimaux d'Edmonton, les Esquimaux. Les Esquimaux, c'est l'équivalent de Frog. Est-ce qu'on serait à l'aise, nous, encore au Québec, s'il y avait une équipe, je ne sais pas, moi, en Ontario, qui s'appelait les Frogs de Brantford? Oui. Puis là, on peut dire, toi puis moi, ben oui, mais nous autres, depuis qu'on est non, mais nés, le problème, Indiens. Frédéric, là, c'est que aujourd'hui, si on fait ça, on en est conscient, puis on va s'opposer tout le monde. Mais si, par exemple, là, on le fait aujourd'hui, puis on ne dit pas un mot, puis dans 100 ans, on s'interroge là-dessus pour dire « Hey, c'est vraiment pas correct à l'égard du peuple francophone du Québec qui s'est battu pour défendre sa langue, puis qui se faisait insulter par des Anglos dans son propre pays. » Bon, là, tu sais, dans 100 ans, c'est plus le temps, c'est quand ça se passe. Fait que les Indiens, je suis d'accord avec toi, mais comment ça se fait que les Indiens, ça n'a pas fait l'objet d'un débat la première journée qu'ils ont mis le logo sur le chandail? Comment ça se fait que c'est pas là que ça s'est réglé? Tu comprends? Non seulement que je comprends, mais je suis à 1 000 000% d'accord avec toi, puis je vais même aller plus loin. Comment ça se fait que pendant une centaine d'années, Michel, il y avait des pensionnats où les enfants autochtones étaient retirés des mains de leur mère devant leur face pour être balancés dans des trucs où, au final, il y en a un sur X qui finissait par mourir loin de ses parents. Et l'idée de ça, de ces pensionnats-là, c'était, et je cite notre cher Lionel Groux, c'était de tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant. Ça s'appelle un génocide. Puis on les enterrait, that's it, en arrière, dans le cour, avec une pelle, garoche-moi ça là, pas de cercueil, même pas de nom, même pas de croix, même pas de rien. Puis on les obligeait à apprendre une langue dont ils ne connaissaient rien.
S'ils parlaient leur langue maternelle, on les battait, on les a violés. Ça, c'est pas mal plus grave qu'un logo d'Indien. Je vais être bien d'accord avec toi. Mais ça s'est fait pas par un club sportif manche de pelle à Saint-Plouc-Plouc. Ça a été organisé par le gouvernement fédéral en vertu d'une loi qui s'appelle la loi sur les Indiens, qui est déjà en soi une loi raciste en vertu en v'là, par un gars qui s'appelait Johnny MacDonald, qui est un foutu raciste envers les francophones, mais encore plus envers les Autochtones. Ça s'est fait de manière institutionnelle, puis ça a duré plus d'une centaine d'années. Puis à la fin des années 90, ça a cessé, puis les Autochtones nous expliquaient, ils disaient, vous savez pas ce qu'on a vécu, c'est dégueulasse. Or, cet été, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé des centaines de corps d'enfants partout. Puis au Québec, notre ami François Legault a dit non, on fera pas de recherche ici. Ben non, faudrait pas, parce que si on en trouvait, là, peut-être qu'il y en a qui m'ont pensé que notre chère Église catholique a peut-être quelque chose à se cacher là-dedans. Donc, tout ça pour te dire que ce qui s'est produit avec les Autochtones, la manière dont on a traité les Autochtones depuis toujours ou presque, depuis la naissance du Canada, c'est abject. C'est affreux, c'est dégueulasse. Et là, tu vas me dire, c'est rien qu'un Tintin, reviens-en. Je veux bien. Mais c'est parce que c'est pas le Tintin qui me dérange, puis c'est pas le doigt, c'est la lune. Puis la lune, c'est l'oppression, c'est le racisme, ou, dans le moins pire des cas, des petits préjugés soft. Est-ce qu'on peut se servir de ça pour nettoyer à sous à cochon? Je pense que ça serait une bonne idée. Wow! Quel commentaire, Frédéric, comme toujours. Merci beaucoup. Très belle morale, très bon enseignement, très bonne logique également derrière tout ça. Merci d'avoir pris le temps pour nous encore une fois. On se retrouve lundi matin. Merci à toi, cher ami de la tribune, puis on se reparle. Bye-bye. Allez, bye. Frédéric Bérard, professeur en droit constitutionnel, avocat très certainement, auteur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. C'est de quoi il parle. 7h23.